Vous le savez, cela fait presque un an maintenant que le premier cas Covid a été détecté en Belgique. Et donc après un an, on en a entendu des choses. On a entendu parler de pas mal de traitements. Certains s'avéraient plus efficaces que d'autres. D'autres étaient de parfaites illusions. Aujourd'hui, on va revenir sur trois traitements à la fois préventifs. La colchicine, on en entend beaucoup parler ces derniers jours. Évidemment, on va en parler en un premier temps. La vitamine D, c'est pas un traitement, c'est plutôt de la prévention à laquelle incite la France, notamment auprès de ses citoyens. Et l'artémisia. L'artémisia, on en a très très peu entendu parler. Et pourtant, en Afrique, il faut savoir qu'elle permet de lutter contre le paludisme. Et donc, c'est une piste explorée avec beaucoup de sérieux. Pour en parler ce matin, on est toujours avec Simon Souris et Martin Buxan, journaliste du jour. On est aussi avec trois invités, oui, puisqu'on a 30 minutes aujourd'hui. On s'est dit qu'on voulait vraiment prendre le temps d'évoquer ces trois pistes très sérieuses. Élie Kogan, voilà, bonjour. Vous êtes spécialiste en médecine interne et avec vous, on zoomera sur cette colchicine, mais aussi sur le zinc et la vitamine D. À vos côtés, Nathalie Scott, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme santé du réseau ID. Le réseau ID, c'est un réseau qui regroupe environ 600 ONG africaines et qui travaille depuis très longtemps sur les vertus de l'artémisia pour lutter contre le paludisme. Et à 7h32, c'est le docteur Thomas Ourban, que l'on connaît bien sur cette antenne. Bonjour à vous, docteur. Je rappelle que vous êtes président de la Société scientifique de médecine générale. Et avec vous, on verra quelle est la marge de manœuvre des médecins généralistes. Est-ce que vous devez attendre qu'on vous autorise à inviter votre patient à prendre du zinc, à prendre de la vitamine D, de l'artémisia ou plus sérieusement de la colchicine? Voilà qui est bien clair. Et on va commencer avec vous, Élie Kogan. Cette colchicine, aujourd'hui, on en est où? Puisque Ivan Latem a encore déclaré ce week-end que c'était le pas le plus important qu'on ait fait depuis le début de la crise en termes de traitement contre le Covid. Alors, c'est pas mal que vous commencez par ces quelques mots de mon ami, collègue Van Latem. Je trouve qu'on devrait avoir un peu plus de retenue par rapport à des nouvelles qui ne sont pas encore publiées. Donc, il y a un effet d'annonce d'une équipe très sérieuse canadienne, puisque le premier auteur est quand même le directeur de l'Institut de cardiologie de Montréal, mais on n'a pas vu les données. Et donc, en principe, on a une certaine éthique en science, c'est de ne pas communiquer les résultats par les médias, mais d'abord par des journaux scientifiques qui permettent de vérifier les données. Alors, c'est clair que la colchicine, on n'a pas attendu cette étude-là, parce qu'il y a des études à la fois rétrospectives et deux études prospectives, mais qui s'adressaient à des patients atteints de Covid hospitalisés et qui montraient un certain effet bénéfique, notamment par rapport à l'arrivée en réanimation ou éventuellement à la mortalité. L'originalité de cette étude-ci, c'est que la colchicine est prise de façon un peu préventive. Je mets des guillemets parce que c'est pas très clair à quel moment les patients le reçoivent. Probablement un certain nombre, d'après le protocole qui lui est en ligne et auquel on peut avoir accès, un certain nombre de patients sont détectés positifs, mais sans être malades, mais d'autres, et donc c'est un peu mélangé, ont déjà soit de la fièvre, soit des difficultés respiratoires. Peut-être, docteur, vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est la colchicine? Nous expliquer, pas nous rappeler, même nous expliquer ce que c'est que la colchicine. Mais donc la colchicine est une petite molécule qui est connue depuis fort longtemps et qui interfère avec le processus inflammatoire qui dépend d'une certaine forme d'immunité, l'immunité un anti-inflammatoire, quoi. Un anti-inflammatoire, mais assez puissant et assez spécifique. Donc, c'est totalement différent des autres anti-inflammatoires courants que vous utilisez. Oui. Et donc, c'est un anti-inflammatoire, oui, mais c'est surtout un inhibiteur de la sécrétion de cytokines inflammatoires. Et comme vous savez, on a aussi beaucoup entendu parler de cette tempête cytokinique. Eh bien, donc, il y a une interférence assez sérieuse avec plusieurs de ces cytokines inflammatoires. Alors, c'est un médicament qu'on connaît bien. On le prescrit dans la goutte, on le prescrit également autour du bassin méditerranéen dans une maladie dite auto-inflammatoire qui est la fièvre méditerranéenne familiale. Également dans d'autres maladies inflammatoires. Peut-être rappeler qu'effectivement, ce traitement, ce qui est important, c'est que c'est la première fois qu'on a une piste d'un traitement qui se consomme, enfin qui est administré en dehors de l'hôpital. C'est pas aux soins intensifs qu'on décide d'administrer la colchicine. Exact. Et d'ailleurs, les buts de l'étude étaient, et de ce qui a pu être déclaré dans les médias canadiens,
Ça retarde de 25% l'arrivée à l'hôpital, ça retarde de plus de 40% l'arrivée aux soins intensifs et il y a une réduction de l'ordre de 50% de la mortalité. Ça pourrait avoir vraiment un impact sur la saturation des hôpitaux et la diminution de Et cette ça pression. pourrait avoir un impact sur la saturation des hôpitaux, très certainement. Encore une fois, il faut vérifier. Avec des pincettes. Voilà, parce qu'il y a toute une série de biais potentiels quand on lit les critères d'inclusion notamment. Mais donc disons qu'ici c'est plutôt, si je puis me permettre, votre zèle de médecin qui attend d'avoir les chiffres qu'une vraie inquiétude quant à cette colchicine. Si vous avez reçu par exemple, oui. Si vous avez reçu les chiffres, vous seriez à même de l'évoquer en tant qu'alternative possible? Exact. Exact. Et donc, alors, il faut savoir que le même groupe de chercheurs ont étudié la colchicine dans une autre situation, mais à la même dose, ce qui est assez intéressant. Dans l'infarctus du myocarde, ils ont publié ça dans une excellente revue il y a un peu plus d'1 an. Donc, voilà. Donc, il s'agit d'une étude sérieuse par des gens sérieux, mais dont on voudrait voir les chiffres. Okay. On va poser la question au docteur Orban qui est avec nous en visioconférence, puisque on se demande à quel moment un médecin généraliste peut inviter un patient à prendre de la colchicine, ici, puisqu'on parle de ce traitement en particulier. Est-ce que les médecins généralistes en savent plus aujourd'hui sur cet éventuel traitement ? On est au même stade, bien évidemment, que le professeur Kogan et avec les mêmes réserves. C'est-à-dire que le fait qu'on ait une pression assez importante d'un besoin d'un médicament qui pourrait limiter le nombre de patients allant à l'hôpital ne peut pas nous faire passer outre une étude sérieuse de résultats et donc ne pas utiliser un produit qui n'est quand même pas non plus banal, la colchicine, sans cadre. Et ça, c'est le job, je dirais, de tout médecin et en particulier ici de médecin généraliste. On dispose d'un algorithme décisionnel permettant une prise en charge à domicile des patients symptomatiques. Il faut sans doute rappeler encore une fois que beaucoup de patients en fait vivent sans trop de mal cette maladie du SARS-CoV-2, la Covid. Il y a un petit nombre seulement qui vont se dégrader et donc nous les surveillons à domicile avec des algorithmes décisionnels qui nous permettent de prendre déjà toute une série de problèmes en charge et de décider à un moment d'hospitaliser. La colchicine permettrait sans doute, et je mets beaucoup de guillemets, si elle était efficace de pouvoir soigner à la maison et de retarder les hospitalisations ou de les éviter. Mais donc, juste très concrètement, aujourd'hui, un médecin généraliste ne peut pas prescrire de la colchicine à un patient. En Belgique, un médecin peut prescrire de deux manières. Il peut prescrire une médication dans ce qu'on appelle son AMM, son autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire ce pourquoi elle a été autorisée à la prescription. Il peut aussi prescrire hors AMM, ce qu'on appelle off-label, et à ce moment-là, c'est lui qui prend la responsabilité de ce qu'il fait. Ça, c'est une chose. Donc, il pourrait prescrire de la colchicine aujourd'hui, off-label, mais il y a aussi une déontologie médicale qui est de primum non nocere. Donc, d'abord, ne pas nuire. Et donc, si l'on n'est pas certain d'un produit, je pense qu'il faut pouvoir le considérer avec beaucoup de prudence et ne pas faire n'importe quoi. Tiens, et est-ce que, docteur Orban, est-ce qu'on vous en demande déjà, puisqu'on se souvient que dans le cas de l'hydrochloroquine, il y avait eu une espèce de buzz là autour et tout le monde en voulait. Est-ce qu'ici, dans la colchicine, on vous en demande déjà ? Alors j'ai eu une demande hier et j'ai expliqué ce que je viens d'expliquer et c'est vrai que nous sommes vraiment sous pression depuis le début d'ailleurs, avec parfois même des pressions de collègues. Je veux dire, nous sommes une grande communauté, les médecins, et la Société scientifique de médecine générale, c'est quasi 3500 membres. Donc on essaye de les guider en disant ne faisons pas n'importe quoi et surtout n'écoutons pas nécessairement les sirènes des choses qui ont l'air si attirantes et puis qui après se révèlent finalement être un flop. Donc on a des gens qui nous poussent à prescrire ou des antibiotiques ou directement des corticostéroïdes. Hier, une demande pour de la colchicine. Je pense qu'il faut rester quand même prudent tout en montrant aux gens qu'en fait, on travaille d'arrache-pied pour essayer vraiment de trouver des solutions qui leur permettent d'aller mieux. Simon, une question sur la colchicine. de nos invités, mais sur l'approvisionnement, est-ce qu'on sait si c'est un médicament qui est répandu et qui pourrait facilement être déployé à grande échelle si tant est que voilà, les résultats soient probants Alors, vous savez que l'approvisionnement en Belgique, c'est un problème. Donc, pas rien que pour ce type de médicament-là. On l'a vu, oui. Alors, on a connu d'ailleurs avec le buzz hydroxychloroquine des problèmes d'approvisionnement et donc des patients qui en avaient vraiment besoin se trouvaient éventuellement en difficulté. On devait le noter sur la prescription que ce n'était pas dans le cadre d'une hypothétique protection vis-à-vis de la Covid, mais c'était dans le cadre d'une autre situation médicale. Alors, les doses qui sont prescrites sont des petites doses, et donc ça, c'est un point quand même important. Donc,
D'habitude, la colchicine est prescrite à une dose de 1 mg par jour, 1 à 2 mg par jour. Ici, il y a 1 mg dans les 3 premiers jours, et puis c'est un demi-milligramme, donc c'est un demi-comprimé. Les boîtes, c'est des boîtes de 20 comprimés, donc on tiendrait facilement avec une boîte. Et c'est peu coûteux aussi, manifestement. Et c'est très peu coûteux. Alors maintenant, il faut bien savoir aussi, pour remettre dans le cadre la prescription de cette étude, il s'agissait pas de n'importe quel patient, c'était des patients de plus de 40 ans, avec au moins une comorbidité, donc des patients qui étaient des patients à risque. Donc on ne donnait pas dans l'étude à n'importe qui, et l'autre, c'était l'autre partie des patients entrant dans l'étude, ou des patients qui s'étaient vus diagnostiquer une Covid avec déjà de la fièvre et des symptômes. Donc il y avait un groupe quand même, malgré tout, bien délimité de patients auxquels cette étude s'adressait. On va faire un premier parallèle avec l'artémisia, puisque ce qui est très intéressant, et c'est pour ça qu'on souhaitait parler de ces deux éventuels potentiels traitements en même temps, c'est qu'ici, il y a eu un buzz. Comme le disait Martin, la colchicine, l'étude vient de paraître à peine ce week-end, que tout d'un coup, tout le monde en parle comme étant le pas le plus avancé, jusqu'à Ivan Latem lui-même qui admet qu'on est vraiment sur la bonne voie. Or, l'artémisia, depuis des millénaires, elle est utilisée, c'est une plante, je laisserai notre invité nous en parler, elle est utilisée notamment contre le paludisme, mais a été utilisée pendant la guerre du Vietnam, où elle a vraiment fait ses preuves contre ce même paludisme. En Afrique, c'est une piste très sérieuse. Pourtant, nos pays occidentaux ne s'y intéressent pas forcément. L'OMS a validé cette plante comme étant potentiellement préventive face au Covid en mai dernier, mais on n'en entend pas parler. Or, c'est tellement facile, c'est une plante qui pousse. Elle ne doit même pas être transformée en médicament. Dites-nous en plus, Nathalie Scott. Mais de fait, c'est une solution naturelle intéressante. Je pense que nos pays ne sont peut-être pas encore complètement prêts à investir dans des études sur les plantes médicinales. C'est vrai qu'en Chine, en Asie, ils sont beaucoup plus tournés vers ce genre de médecine. Parce que, reparenthèse, l'OMS aujourd'hui estime qu'il n'y a pas d'études suffisantes pour soutenir l'artémisia. Or, l'OMS ne souhaite pas soutenir financièrement des études qui prouveraient que l'artémisia est efficace. Oui, mais l'OMS est un organe normatif. Ce n'est pas un organe financier, donc c'est pas à eux à financer des études. Ils sont là pour les valider. Et donc, de fait, aujourd'hui, ils n'ont pas, il faut le dire, sur leur table de quoi valider cette solution naturelle. Donc, on est tout à fait intéressé à ce que des études se fassent. Il y a simplement un problème d'enjeu financier derrière. Ce sont des études qui n'intéressent pas grand monde puisqu'il n'y a pas d'impact et de retour financier derrière. Puisque la plante est facile. On va pouvoir faire pousser cette plante dans son jardin. Alors, tout le monde n'aura pas envie de faire pousser cette plante dans son jardin, donc c'est intéressant d'avoir des études qui valident l'efficacité de la plante, tant au niveau du fait qu'elle est boosteuse d'immunité, qu'elle est immunorégulatrice. Oui, mais ça c'est prouvé, ça, parce que... Alors, il y a des centaines... On ne peut pas faire croire aux gens qu'on peut soigner le Covid grâce à des plantes. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a des études en cours sur plusieurs continents. Il y a des études en cours en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique centrale. Okay. Ces études montrent quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait déjà? Ce sont des études in vitro qui montrent qu'il semblerait que différents... Donc c'est une plante médicinale qui contient à peu près 200 molécules actives. Sur ces 200 molécules, certaines sont actives contre le paludisme, d'autres maladies tropicales également. Et on a mis en évidence in vitro, parmi ces 200, certaines molécules actives contre le Covid au moment où, pour éviter de passer des symptômes modérés de la maladie vers des symptômes sévères. Ça semble être le bon moment de l'utiliser. Donc au moment de l'apparition des premiers symptômes, elle semblerait éviter d'aller vers un stade plus grave de la maladie. Ça, c'est ce qu'on a vu in vitro. Et comme les études in vitro sont assez encourageantes, le pas vers les études in vivo est fait. Maintenant, on attend évidemment... In vitro, c'est en laboratoire, in vivo, c'est sur le terrain. Exactement. L'Université de Liège, par exemple, a déposé a dessiné un protocole assez intéressant qu'il voudrait faire sur hamster doré, parce que les hamsters dorés ont des réactions aux maladies pulmonaires qui sont similaires à celles de l'homme. C'est une étude qui coûte à peu près 300 000 €, mais qui aujourd'hui n'a pas encore trouvé financement. Donc on est tout à fait clair avec le fait qu'il faut absolument passer l'étape du stade in vitro, qui est déjà très encourageant. On est au début du processus, quoi, c'est ça, c'est pour bien voilà, comprendre. Exactement. Hein, ouais. Et alors, ce qui est intéressant, avant de redonner la parole à Élie Cogan, je vois que vous avez très envie de réagir, c'est que Madagascar, et peut-être vous vous
en souvenez, avec ce président malgache qui, en avril dernier, avait annoncé avoir trouvé le remède miracle et cette boisson que j'ai bien notée parce que j'ai oublié son nom, Covid Organics. Pourtant, elle est assez facile à retenir. Covid Organics, et c'est sous forme vraiment d'une petite bouteille que les citoyens peuvent... C'est pas du tout un médicament, c'est pas sous forme de médicament, mais il n'avait aucune étude pour prouver cette efficacité. Et en novembre, il a même passé son tour concernant les vaccins en disant non, nous, on a notre remède miracle, on n'est pas forcément désireux d'être en premier pour se faire vacciner. Donc voilà, il y a aussi toute cette histoire autour de Madagascar qui n'est pas forcément un exemple de protocole très assidu. Élie Kogan sur l'Artémisia. Oui, mais donc... Bon, j'étais un peu naïf sur cette plante-là, donc c'est pas directement dans mes centres d'intérêt au quotidien, mais donc j'ai un peu préparé quand même notre matinée. Donc il y a une étude en cours actuellement en Amérique du Sud, qui est une étude dont le protocole est bien conduit. Donc c'est une étude en double insu avec un placebo. Malheureusement, l'artémisia n'est pas utilisée seule, elle est utilisée également avec un autre médicament qui a été prescrit depuis longtemps au Japon et qui montre un intérêt par rapport à une inhibition de l'entrée du virus dans les cellules. Et donc, c'est l'association de ces deux médicaments-là, l'artémisia plus l'autre médicament qui est étudié contre placebo. Et donc, ça pourrait déboucher éventuellement aussi sur un intérêt, quitte après à voir individuellement laquelle des deux drogues est active. Un autre point sur lequel je voulais réagir par rapport à d'une part l'OMS qui dit, et on l'a précisé, c'est normatif, qui dit ok, allons-y. Il y a quand même un avis du ministère de l'Académie de médecine en France qui a dit attention, pas d'indication pour le moment, et donc soyons prudents à ne pas aller traiter tout le monde avec l'artémisia. Donc voilà, donc il y a un peu le yin et le yang. Enfin, bon, j'ai des amis camerounais, en termes de coopération, je vais assez souvent au Cameroun, donc je les ai un petit peu interrogés pour voir ce qui se passait sur place, parce qu'il y a également des plantations d'artémisia. Donc on n'a pas les données exactes sur artémisia tout seul, mais en regardant, en interrogeant les pharmacies, d'une façon générale, les antipaludiens, le zinc, la vitamine C, tout ça a été multiplié par 3 si on compare la période 2020 à la période 2019. Et donc, l'artémisia se retrouve comme antipaludien, comme la chloroquine et l'hydroxychloroquine, qui, il faut dire en passant, figurent toujours dans le protocole officiel au Cameroun dans le traitement de la Covid, alors qu'ici, on a dépassé ce stade. Mais est-ce qu'on ne parle pas justement du développement de ces remèdes alternatifs à base de plantes en Afrique, justement parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments. On sait bien que les labos pharmaceutiques et les sociétés pharmaceutiques, l'Afrique, ils n'en ont rien à fiche, pour le dire un peu platement. Donc, ils sont obligés de trouver des systèmes D, quoi, la débrouille. Il y a ça, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, une culture de la médecine traditionnelle qui est là de longue date. Ce sont des pratiques courantes et donc ce n'est pas compliqué d'aller vers ce genre de... Mais alors je voulais réagir aussi par rapport au fait que l'Académie de médecine française n'a pas du tout encore aujourd'hui une position favorable vis-à-vis de l'artémisia, ce qui est logique puisque, comme on l'a dit, elle n'a pas les études pour le faire. Et par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant de dire qu'il y a un consortium de chercheurs qui s'est formé en France avec notamment l'Institut Pasteur et d'autres instituts de recherche de renommée internationale et neutres qui se sont partagés un petit peu, si je peux dire, le gâteau de toutes les études qu'il faut faire pour arriver à analyser l'efficacité. Mais du coup, ce sera beaucoup plus lent. On ne va pas attendre les résultats dans les prochains mois. Bien sûr, c'est lent. Et ça, c'est au niveau du paludisme. Je pense qu'ils ont aussi intégré dans leur recherche, évidemment, le Covid-19, puisqu'elle semble avoir une efficacité par rapport à cette maladie-là aussi. Mais bien sûr, ce sont des études en cours. Et ça, je voulais souligner. Il y a quand même, par rapport à il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on parlait déjà quand même beaucoup de l'artémisia, on a avancé d'un pas. Des recherches sont en cours par des instituts de renommée internationale. Avec notamment les premiers essais cliniques, et vous le disiez, professeur Élie Kogan, au Mexique et à l'université du Kentucky. Et là, par contre, on devrait avoir des résultats dans les prochains mois. On voulait interpeller le docteur Thomas Orban, médecin généraliste, sur cette question. Les patients sont-ils intéressés par des voies plus naturelles, notamment, par exemple, cette idée de prendre de l'artémisia pure, donc sous forme de thé, pour lutter contre le Covid-19 de façon préventive? Oui, il y a un intérêt depuis toujours d'ailleurs des patients à retrouver des traitements qu'ils disent naturels. Je n'aime pas qu'on oppose le naturel et le pharmaceutique ou le chimique. Beaucoup de produits pharmaceutiques viennent de la nature, ont été trouvés dans la nature et beaucoup de produits naturels sont extrêmement toxiques
voire mortels. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler que si l'on utilise des extraits de plantes et que cela devient un traitement, cela tombe du coup sur la régulation pharmaceutique et sur des bonnes pratiques de fabrication. Il ne s'agit donc pas d'utiliser des plantes que l'on ferait pousser dans son jardin parce que tout ça doit être standardisé et on a parfois tendance à l'oublier quand on parle de produits naturels. Donc ça, je rappelle aussi aux patients, par exemple, se trouver de l'artémisia sur Internet aujourd'hui, je le déconseille fortement. Nos amis pharmaciens savent de quoi on parle quand on parle de produits de qualité. Et du coup, puisqu'on parle de l'endroit où on peut les trouver, l'artémisia aujourd'hui, c'est dans une zone d'ombre ou est-ce qu'on peut en trouver facilement Aujourd'hui, elle n'est pas disponible en Belgique, c'est pas une plante autorisée en Belgique, donc elle est difficile à trouver. Et par rapport à la composition... c'est illégal, pardon, quand vous dites c'est pas autorisé en Belgique. Alors, elle n'est pas autorisée à des fins médicinales aujourd'hui. Ouais. Et on risque pas d'amende si on se trimballe avec un brin d'artémisia. Non, vous pouvez la faire pousser dans votre jardin. Et donc, en effet. Mais alors, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que est-ce que c'est une solution qu'on va pouvoir faire pousser dans son jardin? Est-ce que c'est si facile? Probablement non. Et c'est vrai qu'il faut des normes. Il faut s'assurer que de fait, elle est de qualité, qu'elle a les composants nécessaires pour différentes maladies. Et ça, c'est aussi une étude qui est en cours par l'Institut Pasteur. C'est d'ailleurs la première chose qu'ils ont fait, c'est d'analyser la composition des feuilles et ils ont fait venir en fait des échantillons de toutes sortes de pays, de différents continents, de différentes régions, de différents types de cultures, de méthodes culturelles pour voir si justement les composants. Il faut bien aussi s'imaginer que c'est une plante qu'il faut prendre en totum. Donc si c'est ça qui est très intéressant. Donc il se peut qu'au Sénégal, le taux de flavonoïdes soit plus important qu'au Kenya. Par contre, au Kenya, d'autres composants intéressants sont plus importants, mais c'est parce qu'elle est prise en totum. Et c'est là aussi qu'elle désintéresse les investisseurs ou les grands groupes pharmaceutiques. C'est qu'il faut vraiment la prendre en thé et on a essayé de la modifier pour en faire un médicament. Et là, elle est manifestement moins efficace selon toujours les études. C'est-à-dire qu'il faut l'augmenter à plus haute dose qui crée éventuellement des effets... Je vois le professeur qui lève son doigt. Non, puisqu'on fait un peu de botanique ce matin, donc il faut savoir que ce n'est pas une seule plante. Donc l'artémisia est une grande variété de plantes différentes. Donc il y a 200 plantes différentes. Et donc pour prendre des éléments un peu plus proches de chez nous, l'absinthe vient d'une artémisia. Ici, on parle de l'artémisia annua. Tout à fait. De cours de botanique. Peut-être on voulait vous interroger aussi sur les différents cocktails de vitamines dont on parle beaucoup depuis, j'allais dire depuis quelques jours, mais non depuis des semaines et des mois dans la résolution de ce Covid. On parle de vitamine D, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, professeur notamment? Alors, je peux peut-être vous donner un mini-scoop, puisque le Conseil supérieur de la santé a planché sur la vitamine D et le zinc dans le cadre de la Covid. Et donc, dans 2 jours, il y aura une conférence de presse annonçant un peu ce que le Conseil supérieur de la santé a décidé. Je ne peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. Vous nous faites du teasing. Je peux vous dire ce que moi je pense. Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez alors? En ce qui concerne la vitamine D, donc il faut bien savoir, on connaît les effets de la vitamine D sur l'os, et donc ça c'est l'effet principal de la vitamine D dans la protection osseuse, et notamment dans le cas de l'ostéoporose, la prévention de l'ostéomalacie. Ici, la vitamine D est utilisée dans un autre concept. On sait en fait que la vitamine D est également un substrat important pour des circuits métaboliques locaux. Donc la vitamine D va être transformée au niveau local en une autre substance active qui s'appelle la 1,25-dihydroxyvitamine D. Et cette 1,25-dihydroxyvitamine D, au niveau local, a toute une série d'effets potentiellement intéressants, à la fois dans le cardiovasculaire, dans le diabète, mais également en ce qui concerne l'immunité. Et dans le cas qui nous occupe ici, pourrait avoir, donc je mets également un conditionnel, pourrait également avoir un effet protecteur, un effet barrière par rapport à l'entrée du virus. Mais c'est de la pure prévention. Une fois qu'on a les symptômes, ça ne sert à rien de se goinfrer de vitamine D. Et donc, c'est effectivement plutôt en prévention. Alors, le problème, parce que il y a toujours des problèmes, le problème, c'est qu'il y a effectivement une série d'études observationnelles qui semblent indiquer qu'il y a une relation entre des taux bas de vitamine D et des COVID graves. Le point, c'est qu'il n'y a pas à ce jour d'études interventionnelles. C'est une étude interventionnelle, c'est-à-dire que l'on prend une population de patients, la moitié on donne un placebo, l'autre moitié on donne de la vitamine D, et puis on regarde ce qui se passe. Il y a 1 ou 2 études de ce type-là, mais qui ne sont pas de qualité extraordinaire et qui sembleraient montrer un petit effet. Et cette étude-là, c'est une étude sur des patients hospitalisés, donc ce n'est pas dans un contexte préventif. Donc, voilà. Ouais. Donc,
Ça ne peut pas être dangereux de prendre de la vitamine D et prendre du zinc, quoi qu'il Ça arrive. mange pas de pain, comme on dit. Voilà, mais j'allais dire, ça ne mange pas de pain au petit déjeuner. Effectivement, ça ne mange pas de pain. Et donc, il est légitime d'essayer d'obtenir un taux de vitamine D correct, quelles que soient d'ailleurs les cibles que l'on vise. Une dernière chose alors au docteur Thomas Orban, puisqu'on parle de vitamine D, on rappelle que 73 experts francophones et 6 sociétés savantes françaises, donc en France, appellent à donner un supplément de vitamine D et de zinc aux citoyens. Donc c'est vraiment un appel officiel groupé, c'est pas une obligation. Vous rejoindriez cet appel ou là aussi vous vous montrez prudent, docteur Thomas Orban? En fait, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on a un faisceau d'indications qui permettent de dire, tiens, ça pourrait être intéressant. Ce ne sont pas des produits qui, a priori, ont une toxicité majeure, même si un surdosage de vitamine D pourrait quand même entraîner des soucis. Donc, il faut bien expliquer comment la prendre. De là à dire qu'il ne faut plus être prudent et qu'on doit recommander les choses sans étude, je n'irai pas jusque-là. Mais donc toujours les gestes barrières finalement, ça je crois qu'on est tous d'accord. Vous voulez juste ajouter un dernier mot? Je voulais juste rajouter encore sur l'intérêt de faire des études sur l'Artemisia annua, c'est que son spectre très large fait aussi qu'en cas de mutation du virus, et on est confronté à cela aujourd'hui, elle pourrait aussi rester une réponse intéressante. Mais du coup, professeur Elie Kogan, juste une dernière chose en un petit mot. Pourquoi, à votre avis, l'Artemisia ne suscite pas plus d'intérêt que cela? Parce que si c'est une clé, c'est une clé intéressante. Alors, effectivement une clé intéressante, mais comme on l'a dit, il y a beaucoup de substances différentes dans l'artémisia. Donc l'artémisine, qui est la substance principale, est particulièrement étudiée, mais il pourrait y avoir des interactions avec les autres substances. Mais donc il y a effectivement... on peut faire l'analogie avec la levure rouge de riz. Il ne faut pas dire la levure de riz rouge, c'est la levure qui est rouge et pas le riz. La levure rouge de riz contient toute une série de statines finalement, dont une seule est particulièrement représentée. Bon, allez, affaire à suivre. En tout cas, ici, on aura parcouru la colchicine, la vitamine D et l'artémisia comme remède potentiel, préventif pour certains au Covid-19. Merci à tous les trois. On était avec le docteur Thomas Orban, on était avec le professeur Elie Kogan et Nathalie Scott. Merci beaucoup à tous les trois. Il est 7h58. Voilà, 30 minutes consacrées au traitement de bon matin. Ça fait toujours bien plaisir. Restez avec nous dans un instant. À 8h, rendez-vous avec Anne-Sophie Depeau pour le journal. Et à 8h10, on parle du reste de l'actualité avec Simon Souris et Martin Buxan. À tout de suite.